il est 14 heures pile, donc je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Chantal Henry, professeur de psychiatrie à l'université Pôle hospitalo-universitaire de Paris 15e et exerçant au GHU, Centre hospitalier Sainte-Anne, avec une activité en plus de recherche à l'Institut Pasteur. Le professeur Henry est aussi directrice scientifique de la Fondation Pierre de Nicker. Le professeur Chantal Henry interviendra sur la gestion des épisodes critiques accompagnée de Chantal et Blandine, bénévoles à Argos 2001, pour des questions qui ont déjà été reçues et celles que vous pouvez d'ores et déjà poser dans la boîte QNR. Madame professeure Chantal Henry, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Donc, comme je le disais, bizarrement installée parce que je suis dans les locaux de France Télévisions, puisque c'est la journée des troubles bipolaires et donc c'est bien que les troubles bipolaires soient à l'honneur et qu'on puisse en parler. Donc, désolée pour cette installation un peu bizarre. Alors, avant d'aborder les questions, l'idée était peut-être de brosser un tableau succinct de ce que sont les épisodes. Bien sûr, tout le monde sait que les troubles bipolaires, c'est l'alternance de phases de dépression et de phases d'exaltation, soit maniaque, soit hypomane. C'est les mêmes symptômes, mais d'intensité moindre, et qu'on a des phases de rémission, des périodes dites intercritiques qui peuvent être plus ou moins longues. Certains patients vont avoir des périodes de rémission en fait de 3 ou 5 ans et d'autres patients vont vont faire 2 épisodes par an, voire plus. Alors, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'était la dépression parce que très souvent, on réduit la dépression à un état de tristesse. C'est vrai que c'est le critère principal des classifications. Le problème, c'est que la tristesse, c'est une émotion qui est tout à fait normale, en fait. Et donc, le fait qu'on associe dépression et tristesse fait qu'il y a une mauvaise compréhension du trouble. La dépression, c'est largement autre chose que la tristesse. C'est un état, d'abord, c'est un espèce de bug du cerveau qui va empêcher momentanément les gens de fonctionner correctement. Alors, si on prend les processus émotionnels, par exemple, puisque c'est un trouble de l'humeur, les processus émotionnels sont impactés, on a plusieurs choses. On va avoir notamment dans la dépression ce qu'on appelle un biais émotionnel négatif. C'est-à-dire que les choses qui sont d'habitude plaisantes ne le sont pas et les choses qui sont un peu anxiogènes, qui sont négatives, le sont encore plus. Et donc, on va comprendre que les gens, la vie n'a plus de saveur puisqu'il n'y a plus de plaisir finalement. Donc, ça va les restreindre, ça va restreindre aussi la motivation. Et d'autre part, on a aussi des processus cognitifs qui sont extrêmement modifiés. Alors, ça peut aller le ralentissement, qui est assez classique, mais également le fait que les gens déprimés vont avoir une perception globale du monde par leurs émotions et par leur cognition tout à fait différente, tout à fait modifiée. Et le patient déprimé ne peut plus, en fait, intégrer les éléments positifs qui peuvent survenir. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans un pessimisme morbide, il ne peut pas mettre à jour ses cognitions, choses positives. Hier encore, je voyais une patiente qui avait une dépression sévère et qui me disait que de toute façon, elle pensait qu'elle ne pouvait pas guérir, alors qu'elle avait déjà eu une dépression, qu'elle en était guérie, mais enfermée. Donc, la dépression, c'est loin d'être juste de la tristesse. Et alors, si on reprend les épisodes maniaques, de la même façon, on a ce qu'on appelle des biais émotionnels positifs, c'est-à-dire que les maniaques, les biais émotionnels positifs, va les conduire à voir les choses plaisantes comme beaucoup plus plaisantes, et donc ils vont être à la recherche de tous les plaisirs. Donc, ça peut être une activité sexuelle plus importante, des dépenses excessives, la prise d'alcool. Et les choses qui sont négatives, qui peuvent être anxiogènes, le sont moins. Donc, ça va être la prise de risque. Donc, déjà, il faut sortir, je trouve, pour bien comprendre les troubles de l'humeur, de les restreindre à c'est une tristesse de l'humeur et c'est un état euphorique. C'est bien plus que ça pour comprendre que c'est une maladie et que les patients n'ont pas leur fonctionnement habituel. Voilà, ça c'était une petite introduction, je pense, pour
pour que les gens, parce que je pense que ça participe à la stigmatisation, le fait qu'on associe le fait que la dépression, c'est un état de tristesse, d'où les attitudes, en fait, de dire, mais oui, mais fais appel à ta volonté. Donc, on croit toujours que la dépression, c'est une faiblesse de caractère, finalement, mais c'est bien plus que ça, évidemment. Voilà, c'était juste une petite introduction sur des rappels très simples, en fait, de la sémiologie. Bon, merci beaucoup. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons reçu des questions, donc nous allons nous les partager avec Chantal. Et ces questions sont sur la gestion et la prévention des phases maniaques et dépressives, l'hospitalisation sous contrainte et son après, ainsi que les troubles bipolaires et personnalité. Donc, Chantal, je te laisse la première question. Oui, la première question porte sur la gestion de la phase maniaque. Alors, comment reconnaître les signes avant-coureurs de l'épisode maniaque pour intervenir rapidement? C'est une question d'un proche. Oui, bien sûr. Alors, là aussi, ça revient à une meilleure définition de la sémiologie finalement, parce que si on attend que l'état euphorique survienne et la grande agitation, c'est un petit peu trop tard. Donc, quels sont les signes finalement précurseurs et qui peuvent annoncer une nouvelle crise? Puisque là, c'est beaucoup plus facile d'agir quand on a des symptômes minimes finalement. Alors, un élément qui me paraît extrêmement important, c'est de savoir repérer ce qu'on appelle l'hyperréactivité émotionnelle. Je parlais des processus émotionnels tout à l'heure, de dire dans la manie, on a un biais émotionnel positif, dont les choses plaisantes deviennent plus plaisantes, les choses négatives sont moins angoissantes. Mais ce qu'on a aussi, c'est que les émotions sont vécues avec plus d'intensité. Et donc, souvent, d'avoir cet état euphorique ou euphorique et irritable, parce que les patients ne sont pas uniquement euphoriques, on va avoir une hyperréactivité émotionnelle modérée, c'est-à-dire que les gens deviennent à fleur de peau et surréagissent. Ils ont des réponses émotionnelles disproportionnées. Et si ce signe-là est survient de manière très précoce, avant que la machine s'emballe complètement. Donc, en fait, en général, quand on explique à un patient que dès qu'il a des réponses émotionnelles un peu disproportionnées, c'est bien qu'il se mette en contact avec le psychiatre. C'est bien que les proches puissent lui faire repérer, effectivement, et quelles que soient les émotions, c'est-à-dire soit ça peut être de l'irritabilité, c'est vraiment des réponses voilà, un petit peu disproportionnées, s'il y en a plusieurs dans la journée. Et si c'est déjà associé à quelques troubles du sommeil, à ce moment-là, c'est les deux signes, je pense, qui surviennent le plus précocement et qu'il faut savoir repérer. Et dans ces cas-là, quelles sont les pistes d'action afin d'aider les proches à gérer ce début d'épisode critique ou cet épisode critique? Alors, les proches, bien sûr, peuvent le faire repérer aux patients, mais je pense que alors c'est déjà de reconnaître la maladie et avec ses signes qui sont très subtils en fait, une sémiologie qui est très fine, plutôt que d'attendre qu'il y ait un épisode d'agitation ou d'exaltation. Alors, parfois, ce qui a pu être convenu avec le psychiatre traitant ou le médecin traitant, c'est que en cas de, moi j'ai beaucoup de mes patients qui sont très psychoéduqués, qui connaissent bien la pathologie et qui, quand ils ont cette espèce de petite élation de l'humeur qui est très minime, ils peuvent prendre un traitement qu'ils prennent en si besoin, qu'ils ont appris à prendre d'eux-mêmes et qui va permettre de retarder un petit peu les choses et de pouvoir se mettre en lien avec un médecin. Parfois, c'est compliqué pour les proches de faire entendre des choses aux patients. Et donc, je pense que très rapidement, il faut s'appuyer sur des choses qui ont pu être, des parcours de soins un peu concertés, en fait, avec le médecin au préalable et en disant, voilà, si elle a survenu de certains symptômes, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là et qu'est-ce qu'on vient de faire, des choses que l'on a pu convenir avant avec le patient. Alors, l'idée, c'est de dire finalement ce qu'on veut dans les épisodes maniaques, ce que l'on veut éviter, bien évidemment, c'est l'appel des pompiers.
Et donc, tous ces petits symptômes, alors soit d'avoir travaillé avant, s'il y a ces symptômes-là, ben, à ce moment-là, d'avoir un traitement peut-être en si besoin. Alors, il est hors de question de modifier son lithium, par exemple, mais c'est des traitements qu'on peut prendre en plus et qui peuvent permettre à ce moment-là de se remettre très rapidement en contact avec l'équipe soignante qui va dire, ben oui, là, il faut ajuster le traitement. Et très souvent, on arrive à éviter des hospitalisations si on arrive à comprendre cette finesse sémiologique finalement et à voir des choses prédéfinies avec les soignants. Alors, bien évidemment, il y a certains services aussi qui disposent d'équipes mobiles. Ça peut être un élément intéressant, mais ce n'est pas encore quelque chose de très développé. Nous avons reçu une question subsidiaire, mais qui rejoint le propos précédent. Donc, en quoi les familles et les proches peuvent être utiles pour aider les personnes atteintes de troubles bipolaires à détecter, anticiper les symptômes et ensuite gérer les phases de crise? Je crois qu'on a un petit peu développé déjà. Voilà. Alors, peut-être parler des directives anticipées. Pas s'en tenir à le faire. Exactement. Alors, voilà, je pense que c'est important de dire que ce qui peut être utile pour gérer les crises, c'est ces directives anticipées en psychiatrie qui va permettre de partager des éléments, en fait, entre l'équipe soignante, les proches et le patient. Donc, ce sont des choses qu'il faut déterminer pendant les périodes, en fait, de normothymie pour savoir ce que vous allez pouvoir faire et des choses qui sont convenues avec le patient. C'est-à-dire en cas lorsqu'il y a des symptômes minimes, qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce que effectivement le patient vous donne le droit de rentrer en contact avec l'équipe soignante? Mais ça, il faut que ça soit convenu. Donc, il faut qu'il y ait une personne de confiance et très souvent qui soit déterminée. Et très souvent, on évite des catastrophes finalement quand on s'appuie sur ces directives. Donc, je pense que la psychiatrie a bien évolué, c'est-à-dire qu'avant, il y avait le psychiatre s'occupait des patients et qu'on laissait un petit peu tomber les proches. Maintenant, on a bien compris qu'effectivement, c'était essentiel de s'appuyer sur l'entourage, qu'il fallait aider l'entourage, mais que l'entourage pouvait être très aidant. Mais à ce moment-là, il faut qu'effectivement, l'équipe soignante puisse répondre aux appels en fait des proches, mais à partir du moment où ça a été convenu avec le patient. Moi, très souvent, ce que je propose à mes patients, c'est quand on sent qu'il y a une crise qui peut débuter, parfois le patient n'est pas d'accord en disant « mais non, mais je me suis énervé, là, mais j'avais de bonnes raisons de m'énerver, etc. » C'est de dire « ok, dans ces cas-là, pas de problème, les deux viennent, en fait, la famille et le patient, et c'est le psychiatre qui va établir si effectivement c'est juste, bon, voilà, un désaccord familial ou autre, ou si on est déjà dans les symptômes. Donc, tout ça, je pense que les directives anticipées en psychiatrie sont vraiment quelque chose d'utile pour qu'on puisse faire pour avoir ces interactions, pour fluidifier les interactions avec les équipes soignantes. Merci beaucoup. Maintenant, on va peut-être passer à l'hospitalisation sous contrainte. Je vous lis la question qu'on a reçue ce matin, juste avant de commencer. Dans le cas d'un virage maniaque, le patient n'est plus en capacité d'aller de lui-même vers les soins. Le proche peut l'aider à prendre son traitement d'intervention, mais au bout d'un certain temps, devant la persistance des symptômes, le proche perçoit les limites de son aide, il peut s'épuiser et envisage alors l'hospitalisation. Quelles sont les procédures disponibles? Alors, l'hospitalisation contrainte peut se voir dans deux cas de figure, en fait, soit dans l'épisode maniaque, soit dans l'épisode dépressif. Alors, l'épisode dépressif, bien évidemment, c'est pour protéger le patient d'un acte suicidaire. Alors, c'est des cas de figure qui sont un petit peu différents, puisque dans la dépression, en général, ça survient de manière beaucoup plus progressive, et donc on va peut-être voir un petit peu les symptômes arriver. Donc l'idée, c'est peut-être de passer par déjà un médecin généraliste qui peut aider,
ou essayer d'amener le patient à aller aux urgences. Ce que je dis toujours aux patients, que ce soit dans le cas de la dépression ou dans le cas de l'épisode maniaque, la difficulté pour l'épisode maniaque, ça sera de conduire le patient à l'hôpital, aux urgences, puisque c'est là que pourra être faite une hospitalisation sous contrainte. Alors, en général, c'est de pouvoir dire au patient, mais écoute, regarde, là, ça ne va pas du tout parce que tu ne dors plus, tu sais très bien que la machine va s'emballer, qu'ensuite ça a des conséquences. Et la plus terrible des conséquences, c'est non seulement il y a les conséquences de l'épisode maniaque, mais que la plupart du temps, ces phases maniaques, plus elles durent et plus elles sont sévères, plus elles vont être suivies d'une phase dépressive. Donc, on a intérêt à agir le plus précocement possible et donc d'arriver aux urgences. Après, ce que je dis toujours aux patients, c'est que cette décision d'hospitalisation sous contrainte, c'est une décision médicale. La famille, le médecin aura toujours la possibilité finalement d'hospitaliser sous un autre mode, mais je pense que c'est beaucoup plus rassurant pour le patient de savoir que la famille est impliquée, puisque ça veut dire qu'effectivement la famille peut à tout moment demander la levée de l'hospitalisation sous contrainte, si le médecin estime que c'est possible aussi. Mais en tous les cas, c'est une décision médicale. Et ça, c'est quelque chose que je martèle auprès des patients parce que finalement, le fait qu'on implique la famille est quelque chose qui doit être rassurant pour le sexe. Chose qu'il faut. Alors, quand on dit au moment de la phase maniaque, c'est pas toujours entendu, mais ce sont des choses qu'il faut reprendre avec le patient. Et l'hospitalisation à la demande d'un tiers, l'hospitalisation donc sous contrainte, ce qu'on veut, c'est éviter les risques, c'est-à-dire quels qu'ils soient, puisque ensuite le patient va revenir à une normothymie et que il faut absolument éviter le risque, que ce soit le risque suicidaire ou le risque en fait des comportements à risque qu'on peut avoir dans l'état maniaque. C'est vraiment pour protéger le patient parce qu'on sait qu'ensuite, il va revenir à son état de base et qu'il faut le protéger le plus possible. Donc, voilà. Mais s'appuyer sur le fait que c'est une décision médicale. Chantal? Bien, oui. Donc, les questions suivantes sont toujours en lien avec l'hospitalisation. Hein. Donc, à quel moment est-il nécessaire de faire hospitaliser un patient sous contrainte? On retrouve quand même les propos que vous avez déjà tenus. Comment faire en pratique? Oui. C'est le cheminement Alors, qui est compliqué. Oui, c'est le cheminement qui est compliqué. Donc, je pense que dans le cas de la dépression, c'est ne pas attendre que le patient ait des idées suicidaires, soit totalement. Ce que je vous disais, c'est que le patient déprimé, à un moment donné, dans des dépressions très sévères, il va finalement penser qu'on ne peut plus rien pour lui et qu'il ne va pas pouvoir guérir de cette dépression. Donc, à quoi bon être hospitalisé? Alors, c'est évident que quand on commence avoir des symptômes de retrait, en fait, une perte de l'élan vital, l'isolement du sujet. Si on peut faire hospitaliser le patient avant les symptômes les plus sévères, c'est plus simple. Ceci dit, quand on arrive à amener le patient à aller chez le médecin, ça peut être aussi le médecin généraliste qui peut aider dans ce cas-là, et qu'on va, dans une décision médicale, lui montrer que oui, il a des idées suicidaires, le fait qu'il puisse l'exprimer, le patient n'exprimera pas forcément les idées suicidaires auprès de ses proches parce que c'est très culpabilisant pour lui, alors que avec un médecin avec qui il va pouvoir dire certaines choses, le médecin va pouvoir le convaincre effectivement de cette hospitalisation. Ensuite, même quand l'hospitalisation peut se réaliser, s'il est dans une unité sécurisée, on va être obligé de faire ce mode d'admission, en fait, parce qu'il ne va pas forcément pouvoir être pendant qu'il y a un risque suicidaire. Il faut qu'effectivement l'équipe soignante puisse protéger le patient, parce que le risque, c'est que le patient demande sa sortie au milieu de la nuit ou n'importe quand, et donc effectivement on n'a pas les moyens de le retenir et qu'il sorte de l'hôpital et qu'il aille se jeter d'un pont, quoi. Donc effectivement, cette phase, tant qu'il y a des idées suicidaires importantes, c'est extrêmement important de pouvoir maintenir le patient à l'hôpital pour pas qu'il puisse partir de lui-même. Dans les phases maniaques, évidemment, ce qu'on veut éviter, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'appel des pompiers.
Malheureusement, de temps en temps, quand la crise est trop avancée, on n'aura pas d'autre solution que d'appeler les pompiers pour faire hospitaliser le patient. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est d'arriver à détecter lorsqu'on a plutôt des symptômes d'hypomanie en disant attention, s'il y a une hospitalisation précoce, ça va éviter que les symptômes s'aggravent. Mais je sais que la plus grande difficulté, c'est effectivement pour faire hospitaliser le patient maniaque qui a plus aucune conscience en fait de sa pathologie et qui peut faire des voyages pathologiques, qui peut partir, hein, Alors c'est toujours pareil, c'est de s'appuyer sur des personnes de confiance, sur une personne de confiance qu'il a pu désigner, et puis essayer de travailler l'arrivée à l'hôpital avec l'équipe. Alors, je parlais tout à l'heure des équipes mobiles, hein. Il y a certaines équipes qui peuvent intervenir au domicile, mais bon, c'est encore pas complètement répandu. Voilà, mais ça sera c'est une aide. On peut aussi parfois avoir un intermédiaire comme un père aidant qui peut aider, en fait, pour faciliter une hospitalisation. Le plus difficile, c'est d'amener le patient à l'hôpital, en fait. C'est ça, oui. C'est le plus difficile, oui. Merci. Et en ce qui concerne l'après-hospitalisation, comment gérer la sortie d'HDT d'un patient, notamment si on est à l'origine de cet HDT? Alors, c'est toujours pareil. La réponse, c'est que l'HDT, sa nouvelle formule, mais c'est l'équivalent, c'est une décision médicale. C'est-à-dire qu'à aucun moment, un proche ne peut décider d'une hospitalisation qui pourrait paraître arbitraire. Donc, c'est un médecin qui va décider que l'état du patient justifie d'être hospitalisé sous contrainte, puisque à un moment donné, si le patient est s'il est hospitalisé de manière en hospitalisation libre, et si à tout moment il veut sortir, le problème, c'est que l'équipe médicale ne peut pas le retenir. Et il ne peut pas le retenir, donc c'est de la responsabilité médicale. Et c'est pour ça que l'équipe médicale demande cette hospitalisation sous contrainte, en fait. Ça fait rentrer, et je trouve que c'est rassurant du fait qu'il y ait quelqu'un de la famille qui puisse aider, c'est-à-dire que la famille a un droit de regard sur cette hospitalisation, mais c'est pour éviter qu'effectivement, le patient, alors qu'on n'a pas de contact avec la famille directe, etc., décide de sortir, on n'a absolument pas le droit de le maintenir. Donc, moi, ce que je répète aux patients, c'est oui, c'est une décision médicale qui n'est pas simple, hein, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile pour nous quand le patient accepte une hospitalisation. Ça reste quelque chose de dernier recours. Mais voilà, et de pouvoir, je pense que ce sont des choses qu'il faut pouvoir reprendre avec les équipes. C'est-à-dire qu'en dehors de l'épisode aigu, c'est de pouvoir reparler de tout ça avec l'équipe soignante, si possible avec le psychiatre, et en disant pourquoi on a mis cette mesure en place. Et en général, quand le patient est sorti de sa dépression, qu'il se rappelle qu'il avait des idées suicidaires et qu'effectivement, ça l'a protégé, à ce moment-là, il sait très bien que c'est pour son bien, une fois qu'il est sorti de la crise. Et pour l'épisode maniaque, c'est la même chose. Mais il faut ce temps, il faut qu'il soit redescendu finalement, ou qu'il soit remonté pour pouvoir accepter, que l'hospitalisation était nécessaire et que l'équipe soignante ne peut pas se permettre de ne pas avoir cette sécurité. D'accord, merci. Une question suivante, donc Blandine. Oui, donc comment, pour un patient hospitalisé, comment restaurer les relations et les liens du passé après une crise à la sortie de l'hôpital? Avec une HDT en particulier. Oui. Oui, avec l'HDT. Alors, c'est toujours de rétablir le dialogue. À partir du moment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant que le patient est soit déprimé, soit maniaque, il a une altération de son jugement. Son jugement est altéré et il ne perçoit plus les choses, il ne perçoit plus la réalité telle qu'elle est. En fait. On est bien obligé à ce moment-là, le patient maniaque, il est dans la toute-puissance, en fait, il va pouvoir prendre des risques. Une fois que le trouble thymique est restauré, en fait, après, c'est une reprise du dialogue et normalement, les gens, enfin, moi, la plupart de mes patients
comprennent tout à fait la décision des proches. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est intéressant de lui dire, mais vous, si vous aviez quelqu'un, c'est de faire des espèces de jeux de rôle, en fait, qui peuvent être intéressants, où on va dire au patient, d'accord, c'est ce qu'on fait de temps en temps dans les groupes de psychoéducation. Vous avez le patient qui présente cette symptomatologie, soit dépressive avec des idées suicidaires, soit un épisode d'exaltation maniaque. Vous, comme médecin, comme proche, qu'est-ce que vous décidez, en fait? Et en général, voilà, c'est d'arriver à lui faire endosser finalement les chaussures de l'autre, en fait, et de lui montrer que dans ces cas-là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il faut le protéger momentanément, parce qu'on sait, parce que le proche sait que après il va aller mieux. Alors qu'au moment où le patient est déprimé ou maniaque, maniaque, il ne se sent pas malade, et déprimé, il n'y a plus d'espoir, donc il n'a pas envie qu'on l'embête, il préfère rester dans son coin avec ses idées suicidaires, avec le risque qu'il passe à l'acte. Donc, je pense que c'est extrêmement important de lui dire, voilà, dans cette situation-là, et c'est des choses qui sont travaillées en fait dans les groupes, notamment dans les groupes de psychoéducation, où on essaie de faire comprendre aux patients, voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous feriez pour un patient? Et de manière tout à fait naturelle, en fait, en général, effectivement, le patient donne les consignes qui sont appropriées, adaptées, c'est-à-dire passer par une hospitalisation, y compris une hospitalisation contrainte. D'accord, merci. Chantal? Oui, donc il y a une question sur la culpabilité ressentie par le proche qui prend cette décision contre son gré, à l'issue de son plein gré, on va dire, peut-être, sourire. Et donc, il est souvent question de leur culpabilité, vraiment de se sentir très, très mal par rapport à cette décision. Le patient aussi peut ressentir une culpabilité. Donc, est-ce que c'est des questions qui vous reviennent souvent? Ouais. La culpabilité, que ce soit chez le patient ou chez les proches, en fait, alors moi je prends souvent cet exemple, est-ce qu'on culpabilise un patient d'avoir un cancer? Est-ce qu'on va lui reprocher d'avoir un cancer au patient? Non, et pourtant, une pathologie, quelqu'un qui a un cancer, ça va impacter non seulement le patient avec des traitements extrêmement lourds, d'accord? On va lui faire prendre des traitements qui sont extrêmement lourds avec des effets secondaires qui sont que vous connaissez tous. Et ça va aussi impacter la famille, c'est-à-dire quelqu'un qui est en chimio ou radiothérapie, etc. Toute la famille va se mobiliser parce qu'on va avoir quelqu'un qui est fatigué, qui ne va pas bien, etc. Donc, ça ne vient à personne l'idée de quelqu'un qui est atteint d'un cancer, de culpabiliser parce qu'il a un cancer. Et ça ne vient pas à l'idée non plus que les proches incitent le patient à se faire soigner, même s'il a des effets secondaires terribles, mais parce qu'effectivement, on sait que sa chance de survie est importante. Et donc, le fait qu'un patient puisse se culpabiliser d'avoir un trouble dépressif ou maniaque, ça veut dire qu'on n'a pas encore intégré que c'est une maladie et que le patient n'y peut rien, d'accord? C'est un bug du cerveau. Ce bug du cerveau, on a la chance qu'il soit momentané, en fait. D'accord? Et qu'ensuite, ça va se restaurer. Donc, il faut passer ce moment difficile. On n'a pas le choix. Et pour le passer, il y a les traitements qu'il faut mettre en place, les hospitalisations, etc. Donc, au patient. Ça veut dire que tant que si le patient est culpabilisé, ça veut dire que la dépression, il n'a pas intégré, par exemple, comme une maladie, mais comme une faiblesse de l'esprit et du caractère. Et la culpabilité de la famille, c'est la même chose. À partir du moment où on considère que le patient a une pathologie, qu'il y a des choses à faire, qu'il faut l'aider à prendre cette décision, parce qu'autrement, on va dans le mur, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est comme un patient cancéreux, quand il doit faire une chimiothérapie, il a besoin du soutien aussi de toute sa famille pour arriver à prendre ses décisions. Mais ce qu'on va obtenir, c'est la guérison. Dans les deux cas, c'est la même chose. Et concernant les troubles bipolaires et la personnalité, on a reçu 2 questions. Comment faire la part entre la personnalité du patient et les symptômes de l'épisode critique?
Donc, je vous laisse. Je vous laisse. Alors, je pense que ce qui est, à travers cette terminologie de personnalité, ce qui est souvent mis en avant, en fait, c'est les comportements qui posent problème, plus que la personnalité. C'est-à-dire, comment, à un moment donné, par exemple, des personnes vont pouvoir aller, alors qu'ils ont une relation de couple tout à fait satisfaisante et sereine, dans un épisode maniaque, comment, par exemple, ils vont pouvoir avoir une relation extra-conjugale. Donc, les questions que cela renvoie, mais est-ce que vraiment je connais bien cette personne parce qu'on a voilà, on a une vie stable de couple qui paraît tout à fait satisfaisante, et puis à un moment donné il y a eu une relation extra-conjugale. Alors, si on reprend ces comportements qui peuvent paraître, qui posent question en fait à la personne, mais aussi à l'entourage, si on reprend les symptômes, c'est qu'à un moment donné, le patient maniaque va ressentir tout ce qui est plaisant devient bien plus plaisant que tout le monde. C'est-à-dire que le plaisir est multiplié par 10, par 100. Et donc, il va avoir une impossibilité à résister en fait à ça. C'est pareil pour les dépenses excessives, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut être parfaitement raisonnable quand il est normotimique, quand il est maniaque, il va avoir des comportements que l'on ne comprend pas. Et souvent, l'entourage se pose la question, et parfois même les patients, en se disant, mais qui je suis pas comme ça. Je me suis montré verbalement agressif, j'ai pu avoir certaines violences, etc., mais je suis quelqu'un d'éminemment gentil. Je me rappelle d'un patient, encore à Bordeaux, qui un jour, lors d'un épisode maniaque, en fait, s'était agité, avait été assez violent. Et bon, c'était passé rapidement, évidemment, avec la crise. Et ensuite, il avait voulu revenir voir les infirmiers quand il était parfaitement normotimique. Alors, c'est pas pour s'excuser, parce que moi, je lui ai dit, on ne peut pas s'excuser de ça, ce sont des symptômes, mais pour montrer comment il était, en disant, j'ai envie de me montrer, moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé, mais il avait envie, effectivement, qu'on perçoive ce que c'est sa personnalité. Donc, la personnalité, elle reste la même, mais parfois, on a des débordements de comportement. Et dans la dépression, ce qui se passe aussi, c'est que souvent, le patient va être taxé d'égoïste par la famille. C'est-à-dire que le patient est tellement dans sa bulle, tellement enfermé dans ses représentations du monde qui sont totalement faussées, qu'effectivement, il est plus très empathique même avec ses proches. Et ça, c'est terrible. Par exemple, une mère qui est déprimée et qui sait intellectuellement qu'elle aime ses enfants, mais qui à un moment donné ne peut plus ressentir en fait l'amour qu'elle a pour ses enfants. C'est extrêmement culpabilisant. Donc souvent la mère se dit, mais moi j'ai l'impression d'être un monstre en ce moment, j'ai l'impression, puis je vois mes enfants, mais je n'ai aucun plaisir à les voir jouer, alors que c'est une mère aimante, il n'y a aucun souci. Mais quand les symptômes enferment le sujet, il est prisonnier de ces symptômes. Et effectivement, ça modifie certains comportements, mais ça ne modifie pas sa personnalité. Sa personnalité reste la même. Et ça, c'est vraiment très important, en fait. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais en tous les cas, c'est ce qu'on perçoit quand on suit des patients au long cours, bien évidemment. Donc, vous avez répondu à la question 10, comment retrouver son identité et la faire reconnaître par l'entourage. Donc, une fois qu'on est revenu à un état voilà, éthylique, quand on est normotimique, et je pense que c'est important éventuellement d'aborder certains symptômes avec le psychiatre, c'est-à-dire que d'avoir une consultation conjointe avec le patient et le psychiatre, et éventuellement de pouvoir parler de choses qui ont pu être blessantes pour l'entourage, pour que ça puisse être repris dans le cadre d'une médiation. Parce que quand ce n'est pas verbalisé, tout ça, c'est très culpabilisant pour le patient aussi. Une question qui n'est pas posée dans le questionnaire, mais que j'ai envie de poser, excusez-moi. Il est souvent question, lorsque nous entendons les patients, de l'oubli de l'épisode maniaque lorsqu'il a été vraiment très fort.
l'oubli arrive souvent, hein, donc je ne me souviens plus. Que doit-on penser en tant que proche, hein, de ça? Oui, alors ça, c'est très dépendant des patients. Il y a certains patients, en fait, qui se rappellent absolument de tout, même si ça a été souvent, ils perdent le pied dans la chronologie ou dans le détail, en fait, parce qu'il y a eu une telle effervescence qu'ils perdent un petit peu pied, mais il y a certains patients qui se rappellent parfaitement bien et d'autres qui ont vraiment, le cerveau allait tellement vite que ça n'imprime pas. Et donc, il y a une partie des choses dont réellement ils ne se souviennent pas. Et c'est d'ailleurs assez perturbant pour eux. Et donc, c'est important de reparler. Alors, s'il y a des choses qui sont compliquées à évoquer, je pense que là aussi, ça doit se faire avec l'aide de l'équipe soignante en disant, mais oui, mais voilà, il y a eu ça, et de reprendre. Alors, de temps en temps, ça revient par pan comme ça, mais effectivement, et c'est très variable d'un patient à l'autre. Il y en a qui ont une hyperamnésie qui est très gênante d'ailleurs pour eux parce qu'ils sont très culpabilisés, parce qu'ils se rappellent effectivement un petit peu de tout, et d'autres où le cerveau allant tellement vite, ça s'imprime pas. On avait aussi des questions sur la phase dépressive, même si vous l'avez déjà un petit peu abordé, mais la question était quel levier activer en tant que proche lorsqu'on est confronté à une dépression chez un patient? Que faire? Alors, souvent, ce que les proches font, en tous les cas, les proches qui ont peut-être pas une connaissance parfaite de la pathologie, et ce qu'on fait spontanément, si on pense que la dépression est un état de tristesse, spontanément, ce qu'on va faire, c'est de proposer plein d'activités plaisantes au sujet pour le sortir de là. Puisque si vous avez une tristesse de l'humeur due à un événement X ou Y, vous allez vous appuyer sur vos amis, les proches, etc. Et des activités distrayantes, finalement, vont pouvoir vous permettre de se sortir de cette tristesse qui est flexible. D'accord ? Quand on est dans la dépression, le problème, c'est que spontanément, vous allez essayer de faire la même chose, de dire, ah ben oui, écoute, on va voir ses amis, on va aller voir un film, ça va te faire du bien de faire ça. Enfin, spontanément, c'est tout à fait compréhensible. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que le sujet, à un moment donné, il ne peut plus ressentir de plaisir. Et donc, toutes les activités plaisantes qui, normalement, permettent de distraire d'une tristesse physiologique et normale, là, elles ne peuvent pas fonctionner. Et elles ne font que le renvoyer à son incapacité de fonctionner avec les autres. C'est-à-dire, il se retrouve à avoir un dîner, on a organisé un dîner, mais il ne peut pas interagir parce qu'il est ralenti cognitivement, qu'il n'arrive pas à s'interroger, à s'intéresser, qu'il se trouve nul, qu'il n'arrive pas à aborder le moindre sujet. Et donc, c'est encore plus culpabilisant pour lui. Donc, dans un premier temps, quand il y a cette dépression extrêmement sévère, c'est déjà de ne pas aggraver finalement les choses en renvoyant au sujet des choses qu'il ne peut pas faire. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est quand la dépression commence à être d'intensité moins importante, en fait, souvent il y a des variations au cours de la journée, c'est-à-dire le patient reste très mal le matin, mais en fin de journée, ça va un petit peu mieux. Et s'il y a des programmes d'activation qui ont été proposés par son psychiatre ou par des psychologues, on va pouvoir l'aider à mettre en place certaines choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la dépression, le patient, à nouveau, va récupérer sa capacité à éprouver un petit peu de plaisir. Mais le problème, le starter ne marche pas. C'est-à-dire qu'il va falloir, là, le solliciter un petit peu, et à certaines périodes de la journée. Le matin, peut-être que le patient n'est pas très sollicitable, mais qu'en fin de journée, ben finalement, si on lui propose quelque chose de simple, d'aller marcher, ou de faire certaines activités, on peut l'aider à ce moment-là à faire le starter. Et ensuite, le patient, une fois qu'on l'a aidé à initier cette activité, il va finalement y trouver un certain plaisir. Et ça fait un cercle vertueux. Peut-être que le matin, il ne sera pas bien, mais que le lendemain soir, à nouveau, il va pouvoir être mobilisable. Ça, c'est aussi avoir des interactions avec l'équipe soignante qui va pouvoir vous dire, oui, là, il y a une certaine réactivité, et il y a une reprise de certaines activités qui peuvent être bénéfiques, alors qu'à un moment donné, c'est plus possible.
en fait. Donc, c'est toujours pareil, c'est de pouvoir être guidé par les soignants et de bien connaître une sémiologie très fine, finalement. Et de ne pas dire, oui, la dépression, c'est la tristesse, point barre. Non, il y a différents niveaux. À un moment donné, on peut être indifférent à tout, puis à un moment donné, on recommence à avoir quelques petites émotions comme ça, et là, on peut faire des choses. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu aux deux autres questions que tu as posées. Je les pose quand Oui, même tout à fait. pour le public, mais comment expliquer aux proches que l'on ne peut pas répondre à leurs attentes dans cette situation? Donc, vous avez Répondu, oui. et comment atténuer la culpabilité Ouais, du patient après un mm. épisode dépressif? On va c'est peut-être ça, on peut passer au... pas. Oui, Oui, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que ça viendrait à personne l'idée de culpabiliser quelqu'un qui a un cancer, quoi. Voilà, et donc c'est la même chose pour les troubles, pour les troubles psychiques, bien évidemment. on a plusieurs questions dans le chat, donc je vous en fais part. Quand ma fille est basse, elle peut m'appeler 10 fois par jour. Comment je peux me protéger? Pardon, j'ai pas bien entendu. Quand ma fille est basse, entre guillemets, en Oui. épisode Dépressif. dépressif, Oui, oui, elle peut d'accord. m'appeler 10 fois par jour. Comment me protéger? Alors, ça dépend quelle est la demande, effectivement. Ça peut être, comme je vous le disais, ce biais émotionnel négatif et puis cette perception, ce trouble du jugement, en fait, qui enferme le dépressif dans un pessimisme ou qui fait que ce biais émotionnel négatif fait que des choses un petit peu angoissantes le sont bien plus. Donc, voilà, il y a des choses pour lesquelles il faut pouvoir répondre, c'est-à-dire que si on arrive à soulager un petit peu la personne ou si il y a des idées suicidaires qui sont extrêmement présentes, c'est comment arriver à maintenir ce lien. À un moment donné, quand la famille, quand les proches se trouvent débordés, je pense que c'est un signal du fait qu'il faut passer le relais et que ce soit l'équipe soignante qui prenne en charge. Puisque le soignant peut, l'entourage peut aider jusqu'à un certain point, mais effectivement, quand il se trouve dans l'incapacité de répondre correctement, c'est-à-dire il ne peut plus être complètement ressource. À ce moment-là, il faut passer la main à l'équipe soignante. D'accord, merci. Il y a aussi une question sur la sortie d'hospitalisation. Comment faire pour avoir un suivi en sortie d'hospitalisation sous contrainte pour une phase maniaque? Les patients ne voulant pas rester à l'hôpital et étant très affûtés intellectuellement pour tout faire, pour tout faire pour sortir malgré leur état d'agitation. En fait, il y a deux questions. Il y a Alors, peut-on avoir oui. et oui. Alors, a priori, quand même, le patient doit sortir en étant bien moins symptomatique, c'est-à-dire, alors je sais bien qu'il y a une telle pression sur les lits, il y a eu tellement de réduction du nombre de lits que parfois les patients sortent et restent un petit peu symptomatiques. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au sorti d'un épisode maniaque ou d'un épisode quel qu'il soit, forcément qu'il doit y avoir un suivi. Alors, si c'est une hospitalisation à l'hôpital, ça peut être soit dans les centres médico-psychologiques, avec les difficultés qu'on sait, où il y a de temps en temps un embouteillage, effectivement, dans les demandes de consultation, mais on passe d'un épisode sévère et forcément qu'il faut qu'il y ait un suivi, parce qu'autrement, c'est sûr que le patient va aller dans le mur. Alors, il y a deux choses, c'est que le patient peut sortir avec quelques symptômes maniaques, mais souvent, ce qui se passe, c'est que le patient vient de faire un épisode maniaque et il va plonger après dans une phase dépressive. Et ça, c'est au moins 70% des patients. Et très souvent, en fait, ce qui se passe, il y a une mauvaise compréhension à la fois des proches et des patients en se disant, c'est le traitement qu'on m'a donné à l'hôpital qui fait que je me retrouve dans cette phase-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la manie, la plupart du temps, entraîne comme un effet d'épuisement finalement du cerveau, va entraîner l'inversion en fait, et va entraîner cet état dépressif. Et c'est pas le traitement. Alors il peut y avoir des histoires de traitement, mais quand même, la plupart du temps, c'est pas le traitement qui induit ça, c'est finalement une espèce de récupération physiologique qui passe
par cet état dépressif qui est très apathique dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'énergie, comme si le patient avait voilà, épuisé en fait toute son énergie, ses capacités, etc. Donc forcément qu'après une situation de crise, il faut un suivi puisque c'est un suivi au long cours. Hein. En général, quand on suit un patient qui a des troubles bipolaires, effectivement, il faut le voir très régulièrement et même quand les épisodes de normothymie sont de périodes assez longues. Je pense que c'est toujours important d'avoir des consultations régulières parce que c'est ce qui autorisera le patient et la famille à, dès qu'il y a des symptômes, de pouvoir solliciter le psychiatre ou l'équipe soignante. Parce qu'autrement, en fait, si le lien est rompu, ben, on ne va pas s'autoriser ou ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, même quand il y a des phases de stabilité de 3-4 ans, il faut continuer à avoir un suivi. Merci. Une question, la répétition des crises a-t-elle des effets néfastes sur les capacités cognitives à long terme? Alors, en fait, moins on a d'épisodes, mieux c'est pour le cerveau, effectivement. Il y a certaines études qui montrent qu'on peut avoir des altérations cognitives, mais c'est surtout les symptômes résiduels, en fait, qui peuvent donner souvent des altérations des capacités cognitives. C'est-à-dire qu'ils restent souvent pour les dépressions, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'épisode dépressif, même s'il est traité de 80% des symptômes, parfois le fait d'avoir peur d'induire un virage de l'humeur fait que les traitements ne vont pas jusqu'au bout, jusqu'à la parfaite guérison de la dépression. Et quand il reste des symptômes résiduels, ça impacte énormément le fonctionnement des patients. Par contre, si on nettoie ces symptômes résiduels, donc l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Il faut qu'il y ait une guérison parfaite de l'épisode maniaque et de l'épisode dépressif. Et la difficulté, c'est de ne pas induire un épisode inverse. Donc, ça veut dire qu'il faut effectivement des prises en charge et des consultations très régulières dans les périodes d'instabilité. Alors, c'est vrai qu'ensuite, on a l'impression que plus on est stable, plus on est stable, quoi. Mais quand le balancier est à nouveau en action, il faut rapprocher les consultations. Une dernière question, Blandine, peut-être, parce que là, l'heure tourne. Ouais. Pour un patient on va isolé, épuiser le docteur Chantal-Henri. pour un patient isolé, il nous demande est-ce que quelqu'un qui monte en up et qui n'est pas surveillé par des proches va agir de lui-même pour mettre un terme à un état agréable? Alors, ça, c'est une grosse difficulté, effectivement. S'il sait que cet épisode agréable s'il a déjà eu ça et que ça a déjà occasionné quelques catastrophes, effectivement, oui, il va pouvoir. Alors, il ne réagit peut-être pas dès les premiers symptômes, mais beaucoup de patients, et ça, c'est ce qu'on travaille en dehors des épisodes, bien évidemment, sur ces consultations régulières, c'est d'arriver à faire que le patient va renoncer à ce sentiment de toute puissance qu'il peut avoir quand il est up. Il y a aussi, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer avec les pères aidants, avec les associations. On n'en parle pas assez, mais je pense que c'est en train de se développer et que les pères aidants, c'est-à-dire quelqu'un qui est isolé, qui s'est fâché avec sa famille ou qui a plus ses parents, etc., ou parce que les gens sont éloignés, ben moi, j'incite en fait ces personnes à aller auprès d'associations et où il va y avoir des pères aidants qui vont pouvoir aider. Donc ça me paraît vraiment quelque chose d'important et à développer. Merci Il y a beaucoup. des structures aussi comme peut-être une dernière chose sur la maison perchée, des structures comme ça qui permettent effectivement d'avoir des liens, ou les associations bien sûr comme Argos. Donc c'est des choses qui sont, j'espère, amenées à se développer pour justement les patients qui sont isolés. C'est tout à fait crucial. D'accord, peut-être on a encore le temps pour une petite question, non? Je ne connais pas la timing, on est à 49, 14h49. 9, ouais. Oui, je crois que c'était jusqu'à 50. Donc, voilà, c'est ça. À 50. J'arrive pas à trouver la question. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup, professeur Henri, pour cette intervention.
Et on vous souhaite une bonne suite, une bonne journée, puisque vous Merci êtes beaucoup. encore très occupé par ailleurs. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette interaction, de cet échange en fait. Voilà, c'était peut-être aussi bien que d'avoir des diapos, de faire un échange comme ça. Moi, je trouve que c'est important aussi de dialoguer de cette manière. Merci, voilà. Merci beaucoup. Et puis, je pense qu'il y a Katia qui est déjà en ligne, donc j'en profite pour la saluer. Bonjour Katia, qui va vous parler justement des liens. C'est avec Katia, quand même, juste un mot pour introduire Katia, qui est psychologue. Elle va se présenter, bien sûr, mais avec qui j'ai eu le grand plaisir de travailler, avec qui on avait initié justement des groupes avec les familles et des groupes multifamiliaux. Je crois qu'elle va vous parler de ça. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc, bravo Katia. Et voilà. Merci docteur et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.